You don't know. Gabba tongue, gabba jam. Book some bata tam jam. Gabba muta tam jam. Mais il faut dire que ça, c'est à titre didactique. Sinon, vous allez vous rendre compte qu'au cours de la présentation, la plupart des chapitres sont intriqués. Donc, on pourra passer d'un chapitre à l'autre sans transition. Alors, nous allons dire en introduction que l'état de santé d'un être humain est fonction de ses gestes et attitudes, mais également de l'influence de l'environnement dans lequel il évolue. Il peut s'agir des facteurs familiaux, socio-professionnels ou communautaires, et tous ces facteurs conditionnent le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions de synthèse et de destruction qui se déroulent dans un organisme et qui sont sous le contrôle d'un organe central véritable, qui est un véritable chef d'orchestre et qu'on appelle hypophyse. Dans les conditions normales, il y a une véritable harmonie entre l'hypophyse et les éléments de ce métabolisme, entretenant ainsi un véritable équilibre dynamique, lequel peut être rompu par l'individu lui-même du fait de ses gestes, ou alors par l'un des facteurs environnementaux que nous avons cités ci-dessus. Cet équilibre est d'autant plus précaire que l'on atteint ou dépasse les 40 ans. Alors, ceci simplement pour vous montrer qu'en temps normal, l'organisme se comporte comme un transformateur d'énergie. Et vous allez voir à votre extrême gauche que l'on a besoin de l'énergie apportée par le glucose, parce qu'en fait, tout ce que nous consommons finit par se transformer en glucose. On a besoin des liquides, en l'occurrence de l'eau, et des vitamines. Tout ceci va se transformer en gaz carbonique, en déchets qui seront éliminés, en liquide, donc de l'eau, et surtout en énergie nécessaire pour pouvoir réaliser toutes nos activités. Il est important de préciser ici que les apports en aliments pour une alimentation équilibrée doivent respecter les proportions que vous voyez, à savoir 1/5 pour les protéines, 2/5 pour les fruits et légumes et 2/5 pour les glucides. Et donc, la nutrition doit être suffisante en quantité et en qualité, ce qui permet une alimentation équilibrée qui est l'équivalent d'un bien-être. Quand l'alimentation est équilibrée et qu'on a éliminé les facteurs environnementaux, la conséquence c'est qu'on se sent à un état de bien-être. Nous avons parlé tout à l'heure des proportions des différentes catégories d'aliments, comme vous voyez sur le tableau. Et lorsque l'alimentation n'est pas respectée, ni en quantité, ni en qualité, il y a un déséquilibre qui va se créer. Le déséquilibre peut se faire en manque, c'est-à-dire il y a une carence d'apport, ou alors en excès. Et dans ce cas, quand c'est en excès, on aboutit à une surcharge. Et le sujet est d'abord en surpoids, puis devient obèse. Et quand il est obèse, il y a les types 1, 2 et 3 en fonction du degré d'obésité. Et tout ceci va se manifester par des plaintes plus ou moins importantes qui traduisent en fait la rupture de l'équilibre dynamique dont nous avons parlé tantôt. Il est donc conseillé de manger bien, de manger bio, mais surtout de consommer les produits locaux. Il est important ici de faire quelques précisions. Il y a des produits, certains produits
utilisés dans notre alimentation, tels que les cubes. Les gens font tellement de publicité sur le cube, mais quand vous voyez la composition du cube, vous sentez que c'est un produit qui ne doit pas être utilisé dans notre alimentation. Il y a également les contraceptifs. Parce que vous savez que beaucoup de gens aiment piner, mais lorsqu'on a atteint notre âge, beaucoup de gens veulent appliquer la contraception. Or, les contraceptifs, tout comme les cubes, sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que lorsque nous les prenons, nous rompons l'harmonie qui existe entre l'hypophyse et les différents éléments du métabolisme. Et maintenant, il y a un désordre qui se crée et généralement, les gens qui utilisent les contraceptifs vont constater que leur cycle, ils ne maîtrisent plus le cycle. Soit les règles vont disparaître pendant des mois et après, même quand ça revient, ce n'est plus régulier. Et quand nous sommes dans ces situations, ça peut entraîner des grossesses non désirées qui généralement sont des grossesses multiples et ce qu'on voulait éviter, on arrive à la situation contraire. Nous allons également attirer notre attention, pour nous qui avons dépassé les 40 ans, sur l'excès d'utilisation du sel et du sucre. Nous notons également, pour certaines personnes qui sont laissées emporter et qui sont devenues obèses, lorsqu'on vous donne des conseils qu'il faut prendre les thés amaigrissants, faites attention, parce que c'est également des situations qui vous amènent à uriner beaucoup d'eau, à perdre beaucoup d'eau, et qui sont responsables de déséquilibre, de déshydratation, voire d'insuffisance rénale, qui peuvent être aiguës ou chroniques. Nous allons insister sur la consommation de l'eau. L'eau qui représente en moyenne 70%. Docteur, Oui, un instant, je veux m'assurer que tout le monde t'écoute parce que je vois des gens qui se plaignent. Hermine, tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, tu écris un message. Et il y a aussi Ariane qui dit qu'elle n'entend rien. elle n'entend rien. Bon, est-ce qu'elle a mis son micro en marche? Donc, j'ai désactivé les micros pour les besoins de... Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. D'accord, il faut qu'elle nous dise si elles sont en phase. Mais Hermine, tu peux activer ton micro, tu peux parler. Est-ce que tu nous écoutes? Ariane, tu peux activer ton micro et qu'on s'assure que... Sinon, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter encore. Allô, Ariane. Doc, on t'écoute 5 sur 5. Et Ariane, est-ce que tu écoutes? Si tu n'écoutes pas, je te suggère déconnecte-toi et tu te reconnectes et tu t'assures que tu as augmenté le volume sur ton téléphone. À tout à l'heure. Docteur, tu peux continuer. D'accord. J'étais en train de parler de l'eau. De l'eau qui représente environ 70% de notre poids corporel. Et les besoins minimum en eau par jour, c'est de 1,5 à 2 litres. Il faut préciser que ces besoins peuvent être augmentés en fonction de l'activité exercée. Donc, ceux qui font l'activité physique ont besoin de plus que cela. Est-ce qu'on me suit maintenant, là? Oui, je pense qu'on te suit. Elle dit que c'est bon. D'accord, si c'est bon, on continue. Alors, nous abordons l'activité physique. Il est vrai que Baudelaire va nous parler des bienfaits de l'activité physique, mais ici, nous voulons simplement insister sur ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques.
Il s'agit des affections qui concernent les éléments constitutifs d'une articulation. Nous insistons ici sur la manutention manuelle qui est l'acte de porter et de soutenir une charge grâce à la force physique. La manutention manuelle répond à des principes. Pendant qu'on fait la manutention manuelle, la colonne vertébrale doit rester verticale. Et il faut que le sujet s'approche le plus près possible de l'objet à soulever. La législation prévoit un maximum de 25 kg pour les hommes de notre âge et de 12 kg pour les femmes. J'attire donc l'attention des uns et des autres qui ont tendance souvent à porter des charges au-delà de 50 kg pour leur dire qu'ils mettent leur colonne vertébrale en danger. Il existe des postures permettant de prévenir ces troubles musculo-squelettiques. On aura sûrement l'occasion de faire la séance pratique par rapport à ces postures-là. Alors, nous abordons le sommeil réparateur. J'insiste sur le terme réparateur parce que le sommeil est un besoin humain fondamental au même titre qu'un régime alimentaire équilibré ou une pratique régulière d'une activité physique. Ce sommeil réparateur est supposé restaurer les fonctions cérébrales et le métabolisme. Sa privation est source d'irritabilité et de baisse de rendement. Quand je parle de rendement, c'est à tous les niveaux. Alors, la qualité du sommeil réparateur. Un sommeil est dit réparateur lorsqu'il respecte l'horloge circadienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme est conçu tel que son fonctionnement est tel que c'est la nuit que le sommeil apparaît. Et donc, ceux qui ont les heures de travail dans la nuit, vous comprenez que c'est des gens qui doivent avoir quelques perturbations. Et le sommeil également doit être fait dans un endroit calme. Ceux qui habitent en bordure des débits de boissons, des bars et des églises, j'imagine ce qu'ils peuvent subir comme menace. Le sommeil également doit se faire dans un lieu obscur. Obscur, avis à ceux qui dorment dans une chambre où il y a la lumière vive. Et la télé, comme dit ma voisine. Le milieu doit également être sûr et à température adéquate. Il existe des modalités de réveil. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous nous réveillons, il ne faut pas se réveiller d'un trait. Il y a, dès qu'on commence à sentir qu'on se réveille, il faut prendre le temps de rester encore dans le lit pendant quelques minutes. On peut aller jusqu'à 15-20 minutes, ce qu'on appelle la mise en train. Et lorsqu'on est vraiment réveillé, lorsqu'on est passé de la phase de transition entre le sommeil et l'éveil et qu'on arrive à être réveillé, il faut pouvoir descendre du lit de façon douce. On fait descendre d'abord un pied et puis l'autre avant de pouvoir se lever entièrement. Nous abordons ici l'environnement familial et social. Alors, quand on parle de familial, on va aborder l'environnement avec le conjoint et avec les enfants. Avec le conjoint, nous constatons qu'il y a absence de dialogue dans beaucoup de couples. Nous pouvons avoir le métabolisme perturbé simplement parce que nous avons notre conjoint
qui va cesser de travailler, donc qui va à la retraite. Nous pouvons également, on constate que dans beaucoup de couples, nous avons des relations verticales. Alors, c'est rare d'entendre des gens appeler, par exemple, si je prends mon cas, appeler Edith Chou, on va dire soit Edith, soit un nom qui fait penser à une ascendance par rapport à la personne. Nous allons également les séparations ou les divorces. C'est le lieu ici de dire que beaucoup de couples de nos jours vivent dans la même maison, mais c'est comme si c'était forcé. Et vous allez entendre beaucoup de gens dire que, surtout les femmes, je reste à la maison par rapport à mes enfants. Donc, ce n'est plus par rapport au mariage. Il y a également un point important à signaler dans l'environnement des conjoints, c'est l'infidélité. L'infidélité qui va favoriser l'alcoolisme, le tabagisme, les rapports à risque, et tout ceci va être source de violence. Et la violence va se faire non seulement sur le plan familial, mais sur le plan social. Les relations avec les enfants. Il y a par exemple, quand vous avez un enfant qui veut quitter le domicile familial, c'est toujours des moments très difficiles. Ou alors, nous avons des gens, des parents qui ont des enfants qui ne respectent pas la ligne de conduite édictée par les parents. Généralement, on aboutit à un bras de fer. Mais je crois que pour maintenir l'équilibre dynamique, il est important que les parents comprennent que nous ne sommes plus à l'époque où on imposait tout aux enfants. D'où la nécessité d'accompagner nos enfants en vue d'une autonomie de leur côté. Et c'est comme ça que nous allons éviter les bras de fer qui vont rompre cet équilibre. Lorsque nous abordons l'environnement communautaire et professionnel, sur le plan professionnel, nous disions tantôt, il y a le changement des horaires de travail, il peut y avoir le changement d'activité, il y a de plus en plus des problèmes avec les patrons ou les superviseurs, et nous ne sans oublier que de plus en plus, dans le milieu professionnel, il y a le harcèlement sexuel. C'est plus fréquent chez les femmes, mais également, il faut dire que les hommes aussi, de plus en plus, sont victimes de harcèlement sexuel. Au niveau de l'environnement communautaire, nous pouvons assister à des changements d'activités sociales, d'activités religieuses ou de loisirs, ainsi de suite. On peut également avoir des situations où il y a des conflits entre bailleurs et locataires. Et c'est lieu ici de dire que beaucoup parmi nous, hier, étaient locataires. Ils avaient sûrement la pression des bailleurs parce qu'ils avaient des impayés. Mais aujourd'hui, ils ont changé de camp. C'est eux qui sont des bailleurs et ils subissent quelquefois ce qu'ils ont fait subir à leurs bailleurs il y a peu de temps. Alors, nous abordons ici le stress. Il peut être économique, il peut être psychologique. Alors, on définit le stress comme la rupture de l'équilibre entre les besoins qui sont les nôtres et la capacité que nous avons à apporter une solution à ces besoins. Lorsque nous voyons la photo de notre gauche, nous constatons que ce monsieur a déjà des factures qu'il ne parvient pas à payer. Et comme ça ne suffisait pas, il vient de recevoir son avis de licenciement. Vous imaginez que c'est un monsieur qui ne va pas pouvoir dormir. À partir du moment où il ne dort pas, il va avoir, dans le sommeil étant perturbé, ça va être la source de stress, entraîner
les plaintes avec, comme corollaire, les maladies cardiovasculaires, voire les AVC, si ce n'est pas les crises cardiaques. À notre droite, par contre, nous voyons cette secrétaire qui a des piles de dossiers et on voit son patron qui vient lui donner un dossier en plus. Et vous voyez bien qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir gérer tous ces dossiers. Ça va créer le stress, ça va perturber l'équilibre dynamique et c'est la porte ouverte au diabète, à l'hypertension artérielle et à beaucoup d'autres plaintes. Alors, au terme de notre exposé, il est important de retenir que l'équilibre dynamique qui nous maintient en bonne santé reste toutefois précaire de par nos gestes et attitudes, mais également de par l'environnement dans lequel nous vivons. Il nous appartient de mettre tout en œuvre pour que cet équilibre soit maintenu le plus longtemps possible et représente ainsi un gage d'un état de bien-être pour une bonne période. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Foucault, pour ce brillant exposé. Alors, nous allons rentrer dans la deuxième phase de nos échanges, la phase des questions et éventuellement la phase d'échange d'expérience. Et à ce moment, la question est, la parole est à qui voudrait bien la prendre. Vous avez l'autorisation d'activer vos micros. Pour celui qui veut prendre la parole. Il y a une main en dessous, vous cliquez dessus et on vous donne la parole. Dans le temps que les uns et les autres s'ajustent, docteur, dans ta présentation, tu as parlé, quand tu parlais du sommeil, tu as évoqué l'horloge circadienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je crois que j'ai expliqué. En fait, l'homme est conçu de façon à ce que, en journée, on fait des activités et la nuit est faite pour dormir. Voilà comment est-ce que l'organisme est constitué dans son fonctionnement normal. Alors, lorsque vous êtes obligé de travailler plus tôt dans la nuit, vous entraînez une perturbation dans cette horloge-là. Et si vous arrivez de travailler pendant quelques jours d'affilée, vous allez vous rendre compte que même quand le travail est fini et que vous voulez reprendre votre rythme normal, il vous fait un temps d'adaptation. Parce que l'organisme était déjà déconnecté, il faut le remettre à jour. Donc, c'est ça que j'appelle horloge circadienne. Ok, merci. La parole est à qui veut bien la prendre. Vous avez aussi le champ des textes. Vous pouvez écrire votre question, hein, au cas où vous ne voulez pas le dire directement. Alors, en attendant que les uns et les autres posent leurs questions, Dr. G, encore une. Tu nous as présenté des conditions de stress qui est soit liées à l'environnement. Nous avons vu quelqu'un qui est débordé par des questions de facture et qui reçoit même sa lettre de licenciement. Nous avons vu aussi une secrétaire qui est débordée par le travail. Alors, c'est quoi la bonne attitude à adopter face au stress? Alors, la bonne attitude, ben, il faut dire que il y a des stress qui se gèrent. Le stress, en fait, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Le stress, tant qu'il est de courte durée, est considéré comme bon stress. Mais à partir du moment où il devient permanent, ça pose un problème. Mais il faut dire également que dans ces situations, les gens qui subissent le stress
n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Parce qu'en fait, il y a des gens, effectivement, qui ont beaucoup à faire, mais qui peuvent prendre des décisions. Et dans ce cas, ça dilue un peu le stress. Donc, c'est pour ça que le stress est beaucoup plus grave pour ceux qui sont au bas de l'échelle par rapport à ceux qui sont. Et quand c'est un stress comme celui-là, forcément, il va entraîner un déséquilibre de votre métabolisme. Merci beaucoup, Doc. Je voudrais profiter pour partager ma petite expérience dans ma gestion de stress. Parce que j'imagine chacun de nous a sa façon à lui de vivre son stress. Moi, en général, face à une situation embarrassante, je m'efforce à retrouver le sourire. Et en général, quand j'arrive à avoir le sourire, je suis au-dessus de la situation. Et de façon pratique, très souvent, je vais chercher à créer un équilibre entre le travail, le loisir et toutes les autres exigences de la vie. Je pense que ça m'aide à vraiment équilibrer et à amoindrir l'impact négatif du stress. Comme je dis, je trouve tout prétexte pour sourire. Et une des choses aussi que je trouve très importante, c'est d'apprendre à déléguer. Parce que quand on est dans une situation et on ne délègue pas, en général, on est très stressé. Imaginez, vous êtes au boulot, vous avez tout le travail à vous, et vous avez des collègues à côté qui peuvent faire une partie du travail, qui ont la compétence, mais vous gardez tout pour vous. Et à la fin, vous êtes très stressé. Vous êtes à la maison parce que vous avez le souci de bien faire, vous voulez tout faire par vous-même, et les autres sont là, se tournent les pouces, regardent la télé, se baladent, etc. Et à la fin, vous êtes très stressé. Donc, apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer. Et dans la délégation, il y a plusieurs techniques. On pourra éventuellement, à une autre occasion, partager les méthodes de délégation. Donc, utiliser vraiment des techniques de relaxation. Hein. Moi, mon taekwondo m'aide beaucoup, mais le sport, la marche, c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup à se relaxer. Donc, vous l'aurez compris, en faisant beaucoup d'exercices physiques, ça aide à se relaxer et amoindrir les effets négatifs du stress. La gestion du temps. La gestion du temps est aussi un paramètre fondamental dans le stress. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses importantes, il y a des choses urgentes. Et très souvent, ce qui est important finit par être urgent. Donc, si vous ne faites pas ce qui est important à temps, quand ça deviendra urgent, vous serez extrêmement stressé. Donc, voilà un peu, moi, ma façon de gérer un peu le stress. D'autres personnes pourraient aussi partager leur expérience. Alors, Alexis, je te vois. Je crois qu'il y a Gabriel Youbi qui a levé la main depuis là. Ah, d'accord. Gabi, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Oui, je suis content qu'on aborde ce thème et c'est très enrichissant. Vraiment, je vous sais gré pour tous les enseignements que vous partagez avec nous pour l'expérience de la vie et puis ce qui va avec la gestion du stress, comment bien dormir. Et sur cet aspect-là, Doc a parlé tout à l'heure le sommeil diurne, c'est-à-dire le sommeil de la journée et le sommeil nocturne, qui est celui qui est adapté à l'horloge du corps humain. Sur cette question précisément, je ne sais pas si c'est l'avis des médecins ou l'avis du commun des réseaux sociaux. On dit carrément qu'il faut avoir une certaine marge de temps de sommeil, c'est-à-dire par exemple d'aller se coucher vers 22 heures
de 22h à 5h. Ça fait 7 heures de temps. Bon, je ne sais pas si cette marge de temps, cette quantité minimale ou moyenne de temps d'heures de sommeil est recommandée pour les adultes de plus de 40 ans. Bon, je peux te répondre directement. Il est conseillé, le BIT conseille qu'à nos âges, on a droit à entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Chez les plus petits, il en faut plus que ça. Oui, je pense que c'était important de relever ce détail. Ouais. Oui, merci. Voilà. Oui. Tu vois Denis qui soulève la main là. Président Denis. Il a fermé son micro. Allô? Je peux passer avant lui. Oui, vas-y. Vas-y, Bonsoir à tout le monde. Je suis très content. Bonsoir. Je suis très content de l'exposé de tout. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content du thème développé par docteur. Je dis grand merci pour cela. Merci à la famille Kofi Kuchua. Et je veux juste contribuer à tout ce que le docteur venait de dire. Il y a surtout le facteur psychologique que nous devons développer. Et sur le plan psychologique, nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes d'abord et pardonner aux tiers. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons emmagasinées et qui, à la longue, à force de le ruminer, engendrent le stress permanent, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, nous devons nous libérer de notre passé. Et de temps en temps, nous devons relativiser beaucoup de choses. Parce qu'à force de répéter là, c'est l'hypertension qui est venue, c'est un AVC qui est venu parce qu'on a accumulé certaines choses. À un certain moment, on n'arrive plus à digérer. Et à notre âge aussi, nous devrions aussi, comme il a bien mentionné, faire avec notre environnement. Le fait de rester constamment dans un milieu peut être aussi troublant. Je prends le cas où on a dit tout à l'heure qu'on vit à côté d'une boîte de nuit, on vit à côté d'un bar ou à côté d'une église. Nous devons de plus en plus nous retirer de la société ambiante là. Pourquoi ne pas être régulièrement au village? Pourquoi ne pas de temps en temps être en forêt, être en bordure des mers? Nous allons passer le temps régulièrement dans les grandes villes. Même vendredi soir, un samedi soir, un dimanche soir, aller même du côté de Yura, respirer la nature. C'est ça même. Respirer. Pardon? Je dis bien, c'est ça même. Respirons l'oxygène pur qui vient de la mer. Et c'est une très bonne chose pour notre santé. Et enfin, je veux parler de nos relations. À cet âge-ci, nous devons fuir toutes les personnes qui sont négatives. Les personnes qui sont tout là à nous intoxiquer, à nous polluer les avec des pensées négatives. Donc voilà ma contribution pour exposer de ce soir. Vraiment grand merci encore, docteur Yumbi. Docteur Pokam, pardon. Merci, Do. Le président Moyo voudrait intervenir. Président Il a Moyo, bloqué Son micro est bloqué. Ça va. c'est bon, il est activé. Le micro est bloqué. Nous t'entendons, vas-y, parle. Mais ok, c'est ça, je disais. D'abord, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, président. C'est Bonsoir. un grand plaisir de partager vraiment ces échanges ce soir. Et j'avoue que c'est très, très riche. Et sujet du jour. Vous savez, dans tout cela, chacun ne peut dire que ce qu'il pense au niveau personnel ou bien ce qu'il vit. Mais déjà,
de mon point de vue, en plus de ce que Dr. Sultan vient de dire, moi je pense que dans notre cadre de vie, il y a quelque chose de très important que nous devons faire régner. Oui, parce que en fait, quand on parle de la santé, le premier cadre qui nous influence tant au niveau de notre rendement sur le plan de travail que au niveau de nos relations humaines, que ce soit dans notre cadre conjugal ou bien ailleurs, c'est la vie que nous menons dans nos foyers. Donc, nous devons tout faire pour que l'amour règne. Oui, nous devons tout faire pour que l'amour règne. Parce que déjà, quand il y a cet amour dans le cadre conjugal, on sort de la maison étant revigoré. Et c'est de nature à favoriser. Également, les relations que nous entretenons avec les enfants sont très très importantes. Ce qui fait que dans notre cadre personnel, on doit faire un effort